Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo avec des exemples illustrés pour dissiper un peu certains malentendus ou certaines erreurs que je vois revenir souvent dans les commentaires de mes vidéos, d'autres vidéos, sur des forums ou sur nos lives. On va parler un peu de tout ça pour jouer à la V11 avec les bonnes règles. Donc évidemment c'est normal qu'il y ait de la confusion puisque la V11, les règles n'ont pas tant que ça changé par rapport à la V10 et on a tendance à prendre juste un point de règle et à l'appliquer à la règle V10 dont on se rappelle. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, et donc il y a plein d'erreurs communes sur les charges, sur le bénéfice du couvert et comment ça fonctionne réellement, sur les personnages attachés, sur les jets de sauvegarde qu'on fait pour des unités qui auraient des profils différents, sur le fonctionnement de précision, on va couvrir tout ça. Alors on va commencer par le couvert parce que c'est celui sur lequel je vois le plus d'erreurs en ligne et le plus de questions. En V11, le couvert, c'est plus un bonus à la sauvegarde, vous le savez, c'est un malus à la CT, à la caractéristique de tir de l'unité qui tire. Donc si votre unité est considérée comme ayant le bénéfice du couvert vis-à-vis de la figurine qui attaque, alors la figurine qui attaque a -1 à la CT. Ignore le couvert existe toujours, ça enlève juste ce malus de -1 CT. Les armes qui ont torrent, elles ignorent le couvert automatiquement puisqu'il n'y a pas de jet de touche, et on peut avoir des unités qui ont des règles type cette unité ignore tous les modificateurs à la CT, et dans ce cas-là, ils ignorent aussi les malus liés au couvert. Cela dit, l'application de la règle, elle est sujette à interprétation parce que c'est écrit de manière un peu empoulée, donc on va voir comment ça marche vraiment avec des vrais exemples en photo. D'abord la théorie, les unités qui ignorent les modificateurs au jet de touche n'ignorent pas le couvert. Le couvert c'est pas -1 à la touche, c'est pas -1 au jet de touche, c'est -1 à la CT. Donc si vous avez une unité qui dit ignore les modificateurs au jet de touche, vous prenez quand même le -1 à la CT. Ensuite, attention à la règle discrétion, je vois beaucoup d'erreurs encore, des gens qui disent que c'est ultra fort parce que ça donne -1 à la touche. Non, ça donne le bénéfice du couvert contre l'attaque. Donc si votre unité elle avait déjà le couvert, avoir discrétion ne lui sert à rien. Ça fait pas un -2, ça se cumule pas, c'est juste qu'elle est à couvert, même dans les situations où, normalement, elle ne devrait pas être à couvert. C'est une règle qui est beaucoup moins forte qu'elle l'était en V10, et qui vous permet juste de vous placer un peu plus librement sur la table, sans essayer de vous paquer derrière des murs, ou de vous paquer dans une empreinte de ruine. Et attention, la règle ignore le couvert, ignore aussi la règle discrétion, puisque discrétion donne juste le couvert. Donc si vous ignorez le couvert, vous ignorez discrétion, ça, typiquement, c'est plus fort que en V10, donc clairement discrétion en V11, c'est beaucoup moins fort que ça ne l'était en V10. Donc, comment est-ce qu'on voit qui a le couvert? La théorie, c'est que quand une unité ennemie tire sur votre unité, on va regarder si votre unité est à couvert. Pour avoir le couvert, si vous êtes infanterie, bête et nuée, il faut deux conditions, l'une ou l'autre. Soit toutes vos figurines qui sont visibles de la figurine ennemie qui vous tire dessus, toutes vos figurines sont dans un élément de terrain, donc un patron, une empreinte, les espèces de rectangles dans lesquels vous pouvez vous poser. Vous n'avez pas besoin d'être entièrement dans le patron, vos socles peuvent juste toucher cette petite empreinte, mais toutes les figurines de votre unité que l'ennemi arrive à voir doivent toucher cette empreinte. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi vérifier que toutes les figurines de votre unité qui sont visibles par la figurine qui vous tire dessus sont masquées, au moins en partie, par soit une empreinte, soit un élément de décor. Donc soit le petit rectangle posé sur la table, soit le bout de mur, le bout de décor qui est posé sur cette empreinte. Si vous n'êtes ni infanterie, ni bête, ni nuée, donc si vous êtes monstre, véhicule ou monté, alors c'est la même chose que le point précédent. Toutes les figurines de l'unité qui sont visibles de la figurine qui vous tire dessus sont masquées au moins en partie, soit par une empreinte, soit par le décor posé sur cette empreinte. Alors on y va pour les exemples visuels. Ici, on a des cavaliers Cerberus, les figurines Mechanicus en rouge sur leurs petits chevaux, et on a des frimeurs, les espèces de gros orques avec leurs canons jaunes. Ici, ces cavaliers, ils sont en partie dans une empreinte, mais ils sont montés. Donc de toute façon, ils ne bénéficient pas automatiquement du couvert quand ils sont dans une empreinte. En plus de ça, j'ai une figurine qui est dans la pampa, celle qui est la plus à droite, elle n'est à couvert de rien du tout, elle n'est ni dans une empreinte ni masquée, donc au global, l'unité n'a pas le couvert. Même si la figurine de droite n'était pas là, les deux figurines qui sont dans l'empreinte ne sont pas masquées du tout par un élément de décor, et comme ils sont montés, eh bien ils n'auraient pas le couvert. Ici, dans cet exemple par contre, mes cavaliers qu'on voit tout flou au fond ont bien le couvert, puisque quand on regarde du point de vue des orques, toutes les figurines sont au moins cachées un petit peu
par un élément de décor. Il n'y en a pas une qui est complètement visible, donc là, mes cavaliers ont le couvert, et donc mes petits orques, quand ils vont tirer, ils vont avoir -1 à leur capacité de tir, donc ils vont toucher sur des 6. Ici, on a une unité d'infanterie qui sont des électroprêtres. J'ai 4 figurines qui sont dans l'empreinte du décor, et j'en ai une qui est en dehors du décor. Dans ce cas-là, mon unité d'électroprêtre n'a pas du tout le couvert. Une seule des figurines n'est pas dans l'empreinte de terrain, elle n'est pas masquée par un élément de décor, donc comme cette figurine est visible, l'unité entière n'a pas le couvert du tout. Peu importe que j'ai 9 figurines dans l'empreinte et une en dehors, si on a une qui est en dehors, alors j'ai pas le couvert, point barre. Par contre, dans ce cas-là, oui, j'ai le couvert avec mes électroprêtres, puisque mes 5 figurines sont bien dans l'empreinte, j'en ai aucune qui déborde, j'ai le mot-clé infanterie, et on me dit que quand une infanterie est dans un élément de décor, dans une empreinte, eh bien elle a le couvert. Là, c'est mon cas, donc j'ai bien le couvert. Si on prend un véhicule maintenant, le robot Castellan, ici, le robot n'a pas le couvert. Il est entièrement dans l'empreinte, mais il n'a pas les bons mots-clés. Il n'est pas infanterie, il n'est pas bête, il n'est pas nuée, il est véhicule. Et les véhicules ne gagnent pas automatiquement le couvert quand ils sont dans une empreinte. Donc là, mes orques lui tirent dessus à 5+, ils n'ont pas le malus de -1 à la capacité de tir. Ici, dans ce cas-là, par contre, mon Castellan tout flou dans le fond, il est partiellement masqué vis-à-vis des frimeurs par ce petit élément de décor Nécron, on ne le voit pas entièrement, et donc là, il a bien le couvert, et donc on le touche à 6 au lieu de 5. Attention, un truc important, le couvert, ça se détermine figurine par figurine pour l'unité qui tire. Le bénéfice du couvert, il est donné à l'unité contre une attaque. Une attaque, c'est les tirs d'une figurine, pas de l'unité entière qui tire. Donc dans certains cas, vous aurez des figurines d'une unité attaquante qui auront le malus de -1 CT, et d'autres figurines de la même unité qui n'auront pas le malus. Il faut donc bien regarder les lignes de vue de chacune des figurines qui attaquent. On va voir des exemples aussi. Ici par exemple, j'ai mes 4 frimeurs, les orques, qui sont dans l'empreinte en grande partie, et j'ai le Castellan. Mes 4 frimeurs les plus à gauche ici ne voient pas le robot Castellan entièrement, ils sont masqués par cette espèce de petit élément de décor et ce petit bout de merdouille ici. Donc ces 4 figurines là, eux, ils ont le -1 à la CT. Par contre, mon petit sergent frimeur, lui, il voit le robot entièrement depuis le bout de son canon. Le robot n'est donc pas à couvert vis-à-vis de lui, et donc ce frimeur-là, lui, n'a pas le malus de -1 à la CT. Il faudra donc lancer les attaques séparément, le chef touchera à 5+, les 4 autres frimeurs toucheront à 6. Autre exemple ici, mes 2 frimeurs ici, les plus à gauche, ne sont pas dans l'empreinte, ils sont derrière l'empreinte. Les seuls prêtres qu'ils peuvent voir sont donc les 4 prêtres ici. Ils ne voient pas celui qui est là, derrière l'empreinte, puisque celui-là, il est caché vis-à-vis d'eux par cette empreinte de ruine. Comme les 4 figurines qui sont visibles de ces 2 frimeurs sont dans l'empreinte, et que c'est de l'infanterie, elles ont le couvert. Ces 2 frimeurs ont donc -1 à leur CT. Par contre, les 3 frimeurs qui eux sont dans l'empreinte peuvent voir ce qui est derrière cette empreinte, et donc ils voient la figurine qui est toute seule, isolée, qui n'a pas le couvert vis-à-vis d'eux, et donc ces 3 frimeurs, eux, n'auront pas le -1 à la CT. J'ai donc 2 frimeurs qui vont toucher à 6, et 3 frimeurs qui vont toucher à 5. Bon, ça c'était pour le couvert. Maintenant, on va passer aux charges. En V11, les charges ne se mesurent plus de la même manière. Pour savoir si vous pouvez réussir votre charge, maintenant il y a 3 étapes. D'abord, vous jetez les dés. Le résultat que vous avez sur vos 2d6, c'est ce qu'on va appeler votre distance de charge, ce qui est dans les règles, je crois, est appelé distance maximale. La distance maximale, c'est votre jet sur 2d6. Ensuite, on doit trouver une cible qui est éligible théoriquement. Pour savoir si une unité est éligible pour être chargée, en théorie en tout cas, vous mesurez la distance à vol d'oiseau, tout droit, la distance la plus courte du socle de votre figurine qui charge au socle le plus proche de l'unité que vous voulez charger. Vous ne tenez pas compte du mouvement réel de l'unité, comment elle va devoir se déplacer, vous mesurez juste en ligne droite. Si la distance de charge vous permet de mettre au moins une figurine de votre unité au socle à socle, collé avec l'unité adverse, alors la charge est possible. Ça, c'est la grosse différence. En V10, il suffisait de pouvoir arriver en portée d'engagement, donc dans les 1 pouce. Maintenant, il faut que votre jet de dés vous permette d'arriver collé au socle à socle. La troisième étape, c'est vous allez vérifier si le mouvement est réellement possible. Il faut vérifier que votre unité, avec la distance qu'elle peut bouger, peut arriver engagée avec l'unité choisie, donc dans ces 2 pouces. Par exemple, si vous avez besoin de contourner des figurines ennemies,
ou d'éviter des décors avec un véhicule, eh bien peut-être que votre jet de dés finalement ne vous permet pas d'arriver en engagement. Si votre mouvement vous permet d'arriver dans les 2 pouces à minima, alors la charge est réussie. Si c'est pas possible, la charge n'est pas possible et vous devez choisir une autre cible. Ça veut dire que par exemple, une unité qui est à 7,1 pouces de la vôtre, la distance de charge nécessaire pour avoir le droit même de la choisir comme cible, c'est 8 pouces. Peu importe que avec 6 pouces de charge, vous réussissiez à rentrer en engagement. Ça ne marche pas. Votre distance de charge de 6 pouces ne vous permet pas de socler, vous n'avez donc pas le droit de choisir cette unité, il vous faut un jet de 8 au moins. Par contre, si vous avez fait 8 et que votre mouvement réel sur table vous permet de rentrer au moins dans les 2 pouces, alors vous pourrez réussir cette charge. Mais il vous faut quand même un jet de 8 pour avoir le droit de dire que vous voulez faire la charge. Encore des exemples en photo, parce que ça sera plus clair. Ici, j'ai un robot Castellan en haut et des frimeurs en bas, qui sont derrière un élément de décor. Ils sont à un petit peu plus de 6 pouces, on voit pas très bien sur la réglette, mais ils sont à un petit peu plus de 6 pouces de mon robot Castellan. Pour réussir la charge, un 6 ne me suffit pas, puisqu'avec 6, je ne pourrais pas socler, il faut donc que j'ai un jet de 7 ou plus. J'ai jeté mes dés et j'ai fait un beau 7, comme de par hasard. Je peux donc, en théorie, choisir les frimeurs comme cible de ma charge. Mais je vais devoir vérifier que mon mouvement me permet vraiment de rentrer au moins dans leurs 2 pouces. Le Castellan, il est véhicule, il peut donc pas passer à travers l'espèce de générateur Nécron qui est en plein milieu, il va devoir faire le tour. Mais avec 7 pouces, en mesurant, il sera capable de rentrer au moins dans les 2 pouces des frimeurs. La charge est donc possible, parce que j'ai fait un jet qui me permettrait de socler, et mon mouvement réel sur table me permet de rentrer au moins en portée d'engagement. Maintenant, si on veut un exemple d'une charge qui ne réussit pas. Ici, j'ai mon robot Castellan, en haut, qui veut charger les frimeurs, en bas. Je mesure, on voit qu'il est à un petit peu plus de 5, et donc il va lui falloir un jet de charge de 6 pour réussir à arriver au socle à socle avec les frimeurs. Je jette mes dés et je fais un beau 7 encore, comme de par hasard. La charge est donc théoriquement possible, puisque mon jet, sur le papier, me permettrait d'aller me coller au socle à socle. Mais une fois que je vérifie le mouvement, le Castellan il est véhicule, et il traverse pas les murs, il doit donc contourner toute la ruine, et avec 7 pouces, malheureusement, ça ne l'amène pas dans les 2 pouces des frimeurs, ça l'amène à peu près dans les 4 pouces. Il peut donc pas finir ce mouvement de charge engagé, donc même si la charge elle était possible sur le papier parce que je pouvais aller socler, en réalité elle ne peut pas aboutir, je dois donc remettre le Castellan à sa place et choisir une autre cible pour ma charge. Maintenant, on va parler un peu des personnages, puisque là encore, ça a beaucoup changé et je vois pas mal d'erreurs en ligne. En V11, un personnage, il est attaché à une unité sur votre liste elle-même. Vous ne choisissez pas au début de la bataille qui est attaché avec quoi, vous devez écrire sur la liste qui est dans une unité et qui ne l'est pas. Donc vos 2 options, c'est mon personnage n'est pas attaché à une unité, et donc il commence sur la table à pied et il ne pourra jamais rejoindre une unité de la bataille. Vous ne l'avez pas attaché dans votre liste, donc il ne peut pas être attaché pendant la bataille, sauf peut-être un stratagème miraculeux que vous aurez dans votre détachement. Soit vous choisissez d'attacher le personnage à une unité, et dans ce cas-là, vous n'avez juste pas le droit de le jouer tout seul à pied, il doit être attaché à l'unité. Vous pouvez pas décider au début de la partie que finalement en fait vous vouliez pas qu'il soit là, sur votre liste c'est écrit qu'il est attaché, donc il doit être attaché. Deuxième conséquence, le personnage fait partie intégrante de l'unité pendant toute la partie, et ça a pas mal d'implications. D'abord, ça veut dire que le personnage garde tout le temps ses aptitudes de pendant qu'il mène une unité, puisqu'en fait, il fait partie de l'unité tout le temps, même s'il a plus de potes, il fait partie de cette unité du début jusqu'à la fin de la partie, il aura donc toujours ses propres bonus. Donc même si tous les gardes du corps sont morts, votre personnage peut toujours avoir son bonus quand il y avait marqué tant que ce personnage mène une unité, blablabla. Attention, par contre, si tous vos gardes du corps sont morts, vous n'avez plus le bonus que les gardes du corps vous donnaient, puisque ce bonus n'est donné que quand il y a au moins une figurine de garde du corps. De même, si le personnage se fait tuer, par exemple avec précision, ces gardes du corps n'auront plus le bonus donné par le personnage. Par contre, ils auront toujours leur propre bonus à eux, par exemple intercesseur d'assaut qui relance les 1 pour blesser ou les blesse sur les objectifs, ils gardent ce bonus-là même si votre personnage s'est fait tuer. C'est leur bonus à eux. Si par contre eux ils sont tous morts, le personnage qui est dans le pack, lui, ne gagne plus ce bonus de relance des 1 à la blesse ou relance de toutes les blessures sur les objectifs. Attention aussi, l'unité n'est pas considérée comme détruite tant que le personnage est en vie. Donc si vous avez un bonus qui vous donne quelque chose quand vous avez détruit une unité, ou si vous avez une mission qui vous demande de détruire une unité, il faut tuer et les gardes du corps,
et le personnage. Sinon, ça ne marche pas. Vous n'avez pas détruit l'unité, vous avez détruit des figurines de l'unité. Ça veut aussi dire que quand le personnage il est tout seul, que vous avez tué tous ses potes, eh ben il va devoir faire des tests d'ébranlement jusqu'à la fin de la partie dans sa propre phase de commandement, puisqu'il est considéré comme étant sous la demi-force de l'unité qui l'accompagnait. Il ne devient plus une unité toute seule à part comme en V10, il reste partie de l'unité qui est détruite, et donc il compte comme étant la dernière figurine de cette unité. Donc il a bien les tests d'ébranlement à faire à chaque phase de commandement de son joueur. Il y a aussi des interactions un peu con-con. Typiquement, on pourrait penser que les Nécrons pourraient ramener des figurines, même s'il ne reste plus que le personnage en vie dans une unité. Par exemple, vous avez un chronomancien et des spectres, vous tuez tous les spectres, on pourrait penser que du coup, comme le chronomancien, il fait toujours partie de l'unité de spectres, il pourra utiliser les protocoles de réanimation et ramener des spectres. La FAQ du pack de faction Nécron dit que actuellement, c'est non. La question est ultra mal formulée dans la FAQ, mais en gros, ce que ça demande, c'est est-ce que les règles qui activent les protocoles de réanimation s'appliquent seulement à une unité de garde du corps où vous avez le perso sur le champ de bataille si il reste encore des gardes du corps? Et la réponse est oui. Donc par déduction, ça veut dire que s'il vous reste plus de gardes du corps et que le perso, alors les protocoles de réanimation ne s'appliquent plus sur votre unité, tout simplement. Donc pour l'instant, tel que c'est écrit, non, vous ne pouvez pas ramener deux spectres s'il ne vous reste plus que le personnage qui menait les spectres. Mais c'est une FAQ spéciale pour les Nécrons, les autres armées qui auraient la capacité de ramener des figurines, pour l'instant, n'ont pas cette FAQ. Donc si vous avez un rogue trader sur la table avec son médecin, qu'il n'y a plus les petits breachers qui viennent d'être tués, votre médecin, en théorie, il peut toujours ramener des breachers, puisque pour eux, il n'y a pas de FAQ. Deuxième truc un peu con, c'est la règle d'armée des cultes Genestealer. Ça indique que pour pouvoir ramener une unité avec la règle des points de résurgence, toutes les figurines de l'unité que vous voulez ramener doivent avoir l'aptitude embuscade du culte. Sauf que comme maintenant le personnage y fait partie de l'unité, et que le personnage n'a pas l'aptitude embuscade du culte, aucun des personnages Genestealer culte n'a l'aptitude embuscade du culte, ça veut dire que votre unité qui a démarré avec un personnage attaché ne peut tout simplement jamais revenir, puisque les personnages n'ont pas l'aptitude. Ce sera sans doute clarifié plus tard pour dire que vous pouvez faire revenir l'unité sans le personnage attaché, parce que sinon l'armée va avoir du mal à fonctionner. Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de faire revenir une unité avec son personnage, et vous n'avez pas le droit de la faire revenir en décidant d'en enlever le personnage. C'est probablement comme ça que ça devrait être joué, mais actuellement tel que c'est écrit, c'est pas autorisé. Maintenant on va parler des sauvegardes, puisque ça c'est un truc qui a l'air de soulever aussi beaucoup de débats. En V11, vous jetez toutes les sauvegardes en même temps pour un groupe d'attaques. Donc l'adversaire fait toutes les attaques qui ont le même profil, il fait toutes ses touches, toutes ses blessures, et vous allez jeter toutes ces sauvegardes en même temps. Peu importe que votre unité soit mixte et 3 profils différents, vous allez tout jeter en même temps. Mais avant de jeter les dés, vous allez devoir annoncer l'ordre dans lequel vos figurines vont encaisser ces dégâts. Donc si vous avez plusieurs profils différents dans l'unité, vous allez devoir dire avant de jeter les dés, c'est d'abord les unités, les figurines avec ce profil-là qui prennent, puis les figurines avec cet autre profil qui prennent, etc., etc. Et ensuite, vous jetez les dés, et vous retirez les morts en partant des sauvegardes les plus ratées, dans l'ordre que vous avez défini au début. On va voir comment ça s'applique en pratique. Donc ici, j'ai 5 frimeurs, là, 5 flash gits qui ont chargé mon unité de brécheurs, accompagné d'un rogue trader et de ses potes qui ne sont pas encore peints. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps, mais c'était l'unité que j'avais la plus adaptée pour illustrer ce genre de truc. Les frimeurs font leurs attaques. Il y a 20 attaques, touche à 3+, blesse à 3+, et j'obtiens donc 13 blessures. Je vais donc avoir 13 jets de sauvegarde à faire, avec une pénétration d'armure de -1 pour 1 dégât. Mon unité, elle est chiante, parce qu'elle a 4 profils différents. J'ai les brécheurs de base, les petits mecs avec leur pagne bleu et leur casque doré. Ils ont 1 PV, une sauvegarde à 4+, qui va donc passer à 5+, avec la pénétration d'armure des frimeurs. J'ai un brécheur avec un gros bouclier. Lui, il a aussi qu'un seul PV, mais il a une invulnérable à 4+, donc lui, il aura une sauvegarde meilleure que ses potes. J'ai les potes du rogue trader, ces 3 petits compagnons, qui ont chacun 2 points de vie et une invulnérable à 4+, et enfin j'ai le rogue trader lui-même qui a 4 points de vie et une invulnérable à 4+. Je vais donc devoir choisir dans quel ordre je veux que les dégâts soient appliqués à mon unité avant même de jeter les dés pour les sauvegardes. Je peux pas jeter les dés et ensuite décider dans quel ordre ça meurt, je dois dire d'abord dans quel ordre ça meurt, et ensuite jeter les dés. Donc avant de jeter toutes ces sauvegardes, je vais définir dans quel ordre mes figurines vont mourir. J'ai matérialisé cet ordre par des petits dés rouges sur la photo en dessous. Donc en premier, c'est les brécheurs normaux, les mecs lambda, c'est eux qui vont prendre. En deuxième, ça va être les amis du rogue trader, parce qu'ils ont une invulnérable à 4 et ils ont 2 points de vie.
Comme l'attaque est dégâts 1, eh bien il va falloir 2 attaques pour tuer un de ces petits mecs-là. En troisième, ce sera le Brécheur avec son bouclier, qui lui n'a qu'un point de vie et une invulne à 4. Et en dernier, ça sera le personnage, le Rogue Trader lui-même. Je ne peux évidemment pas décider que c'est le personnage qui prend d'abord, puisqu'on doit d'abord tuer tous les gardes du corps avant de tuer le perso. Du coup, je jette mes 13 sauvegardes en même temps. Je fais un jet ignoble avec plein de 1, plein de 3, plein de 2 et très peu de sauvegardes réussies. Du coup, je prends tous les 1, qui sont les sauvegardes les plus ratées, et je les affecte au premier groupe que j'ai défini, qui sont les brécheurs normaux. Donc tous les brécheurs, sauf celui qui a le bouclier. Donc là j'ai 4 1, j'ai déjà 4 mecs qui sont morts, puisqu'ils ont pris un dégât. Leur sauvegarde, elle aurait dû faire un 5 ou plus avec la PA, donc le 1 est un raté, donc j'enlève tous les 1, ça fait déjà 4 morts. Ensuite, les 2 viennent. J'en ai 2, il reste encore des brécheurs dans mon premier groupe qui doit partir, donc je retire 2 brécheurs pour les 2 résultats qui ont fait 2. Ensuite, je prends les 3. Il reste toujours des brécheurs normaux dans mon premier groupe, donc je les retire, j'attribue un 3 à chaque brécheur. Un 3 c'est raté puisqu'ils ont une sauvegarde à 5, donc j'en retire 3. Tout ce premier groupe est maintenant mort. Les 9 brécheurs normaux sont tous crevés, je vais donc pouvoir passer au groupe suivant. Mon groupe suivant, c'est les amis du Rogue Trader, ils ont une invulnérable à 4+. Donc j'ai un 3 qui est un échec, par contre les 2 4 et le 6, eux ils sont réussis, puisque sur l'invulnérable à 4, là les 4 et les 6, c'est des réussites. Donc je n'ai qu'une seule attaque qui passe. Cette attaque elle est dégâts 1, je retire donc un point de vie à un des amis du Rogue Trader, et la séquence d'attaque est terminée. Je pense qu'avec l'exemple, c'est vachement plus parlant, ça s'appliquera globalement à quasiment aucune unité, parce qu'il n'y a pas tant que ça d'unités qui ont des profils très différents comme ça, mais tout ce qui est un peu kill team, où vous avez un bouclier, tout ce qui est Death Watch, avec des unités à endurance mixte, ou à sauvegarde mixte, ou à nombre de points de vie mixte, tout ça va avoir une importance, et donc c'est bien de penser à déclarer tout ça avant, c'est même pas bien, c'est obligatoire, c'est comme ça que la règle fonctionne. Vous dites, avant de jeter les dés, quel groupe de profils va mourir d'abord, et ensuite vous jetez les dés et vous retirez dans l'ordre en fonction de ce qui est raté ou ce qui est réussi pour le groupe que vous êtes en train de retirer. On va terminer avec précision parce que là aussi j'ai vu pas mal de confusion. Ça fonctionne presque comme en V10 mais pas tout à fait pareil. D'abord, il faut toujours que vos figurines qui veulent utiliser précision voient la figurine personnage pour pouvoir lui allouer les attaques. Si vous tirez sur une unité et que le perso n'est pas visible, vous ne pouvez pas utiliser précision. Si vous avez chargé une unité, mais qu'aucune de vos figurines ne voit le personnage parce qu'il est derrière un mur par exemple, vous ne pouvez pas utiliser précision non plus, même au corps à corps. La grosse différence avec la V10, c'est que vous choisissez avant de jeter les dés si vous voulez utiliser précision ou pas. En V10, vous jetiez d'abord les touches, puis les blessures, et ensuite vous disiez « j'envoie ces attaques sur le personnage ou non ». En V11, vous dites « je veux utiliser précision, et maintenant je vais jeter mes dés ». Si vous décidez d'utiliser la règle précision, alors l'adversaire doit choisir la figurine personnage que vous avez désignée comme son premier groupe qu'il va prendre dans sa tronche. Ça veut dire que toutes les sauvegardes qu'il va jeter, qui font 1, 2, 3, etc., elles seront affectées au personnage jusqu'à ce qu'il soit mort, ou que tous les dégâts aient été attribués et que le personnage reste en vie. Si le personnage meurt, on passe au groupe d'allocation suivant, qui en général vont être les gardes du corps, et on comparera ensuite les jets de sauvegarde avec les sauvegardes réussies ou ratées de ce groupe pour voir s'ils prennent. C'est comme en V10, vous ne gâchez pas les attaques dans le personnage. Si le personnage est mort, le reste des attaques se transvasent sur le reste de l'unité. Ça, j'ai vu pas mal de gens qui pensaient que ça marchait pas comme ça. En V10, déjà, si vous faisiez précision et que vous tuiez le perso et qu'il restait 10 attaques, ces 10 attaques, elles allaient sur le reste de l'unité, elles n'étaient pas perdues. Là, c'est pareil en V11, si vous avez tué le perso, les autres sauvegardes ratées, elles vont sur le reste de l'unité. Attention, s'il y a plusieurs personnages séparés dans la même unité, par exemple une figurine meneur et une figurine appui, vous avez un capitaine Space Marine et un apothicaire, vous devez choisir en tant qu'attaquant lequel de ces personnages va prendre. C'est vous qui décidez, si c'est l'apothicaire ou si c'est le capitaine. Mais si vous tuez ce personnage-là, vous avez choisi par exemple l'apothicaire, il meurt, les attaques surnuméraires, les sauvegardes ratées qui restent, elles ne seront pas appliquées au capitaine, elles seront appliquées aux gardes du corps. Vous avez choisi un seul personnage, l'autre personnage n'est pas dans le même groupe, et le joueur qui reçoit les attaques ne peut pas le choisir comme groupe, puisque vous devez d'abord choisir le garde du corps avant de choisir le personnage. Donc toutes les attaques surnuméraires ne déborderont pas sur le deuxième personnage, elles déborderont sur les gardes du corps. Bon voilà en tout cas pour ces points de détail qui, je pense, sont souvent mal compris en V11, que ça soit le couvert, les charges, les attributions des sauvegardes, précision, etc. Tout ça c'est important.
Je sais que ça paraît compliqué comme ça, mais je pense qu'avec les exemples en photo, c'est maintenant beaucoup plus clair, en tout cas j'espère. Vous me direz ce que vous avez pensé en commentaire. Est-ce que vous faisiez l'erreur ou les erreurs ou pas? Et est-ce que ça vous a appris quelque chose? Ou est-ce que vous aviez tout bien compris et que ma vidéo ne sert à rien? Vous me direz en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé. Comme d'hab, vous avez la zone de commentaires, les boutons YouTube, vous savez pourquoi c'est ultra important de cliquer dessus, même si ça vous embête un peu, surtout faites-le, parce que ça aide vraiment, vraiment la chaîne à grandir, hein. YouTube dépend vraiment beaucoup de tous ces indicateurs-là maintenant, plus que quoi que ce soit d'autre, pour recommander les vidéos. Et puis vous avez évidemment le lien My Hobby Place dans la description qui vous permet d'acheter vos figurines moins chères que chez Games Workshop, tout en me reversant une petite commission si vous choisissez ma chaîne au moment de payer. Vous êtes nombreux à le faire, c'est vraiment notre source de revenus principale, donc n'hésitez pas à continuer. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent et qui nous aident à faire toutes ces vidéos. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!